Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La rentrée apporte toujours son lot de nouveautés. Cette année, c'est particulièrement vrai dans les lycées avec la suppression des séries au profit de spécialités. On fera le point en deuxième partie d'émission avec le proviseur du lycée Tessier à Bitche, Angela Amann. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de vous être libérée, en plus en cette période de rentrée, pour participer à cette émission. Marie-Morgane aussi est là sur le plateau. Et toi, ça sera pour donner la parole aux internautes. Coucou. C'est ça, salut. Mais pour le moment, on suit l'odeur des croissants et du pain chaud à Grunwiller où se trouve Uranie. Bonjour Uranie. Salut Julia. C'est aussi la rentrée pour la boulangerie de la commune. Tout à fait, c'est le premier jour d'ouverture avec les nouveaux gérants et c'est un franc succès parce que depuis 5 heures ce matin, il y a une centaine de personnes qui est venue. Alors venue rencontrer la nouvelle équipe, mais aussi chercher son pain bien sûr ou encore boire un café en terrasse. Ce matin également, certains clients ont été livrés, notamment le restaurant du village. Bref, tout comme d'habitude parce que rien n'a changé si ce n'est bien sûr les nouveaux gérants. Alors là, c'est assez calme, ça laisse le temps de confectionner de nouveaux produits pour le rush tout à l'heure de 16h à 18h. C'est une rentrée pleine de surprises, mais aussi une rentrée positive, que ce soit pour les habitants de la commune, pour l'ancienne gérante et les nouveaux. On voit ça dans quelques instants. Ok, merci beaucoup Uranie, merci aussi à Thibaut pour les moyens techniques et on revient donc vers vous dans quelques instants. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Les élèves de Puttelange-au-Lac ont fait leur rentrée numérique. Patrick Weiten, le président de la Moselle, et Olivier Côté, l'inspecteur académique, se sont rendus au collège Jean-Baptiste Eblé. Cet établissement et 12 écoles primaires du secteur ont été choisis pour expérimenter le programme Fusée pour faciliter les usages informatiques. Les classes bénéficieront de tableaux éducatifs, de tablettes et de logiciels pédagogiques. Pour les élèves de première, la rentrée rime avec réforme du lycée. Fini les séries S, ES et L, désormais les futurs bacheliers vont choisir eux-mêmes leurs enseignements de spécialité. Au lycée Jean de Pange de Sarreguemines, il y en a 9, dont maths, SVT, philosophie ou sciences informatiques. Les élèves suivront 12 heures de cours de spécialité et 14 heures de tronc commun en classe entière. Un vrai casse-tête pour organiser leurs emplois du temps. Après 3 jours de fermeture, la vieille grange a réouvert ses portes ce matin. La boulangerie de Grunwiller aurait pu fermer complètement, mais c'était sans compter sur le repreneur qui vient remplacer Hortense Thirier, l'ancienne gérante. Cédric Bambury reprend le flambeau pour le plus grand bonheur des fidèles clients. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et côté météo, dernier jour de beau temps à l'horizon, profitez-en bien aujourd'hui, encore un peu demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, un soleil généreux va accompagner notre matinée. L'après-midi, le ciel va se voiler légèrement en prémisse d'une dégradation attendue dans la nuit. Les nuages devraient laisser passer aussi quelques averses. Du côté des températures, les maximales en journée seront comprises entre 25 et 27 degrés. Demain, nous serons le mercredi 4 septembre et nous fêterons les Rosalies. Le soleil nous accompagnera de 6h52 à 20h08. La météo permet encore de profiter de jolies balades, par exemple au Moulin de la Blise, comme l'a fait Jean-Claude Haas, qui a pris ces magnifiques glycines en photo. Merci à vous et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos plus beaux clichés par mail ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Dans les villages, les commerces ne disparaissent pas tous et heureusement, la commune de Grunwiller ne se sépare pas de sa boulangerie. Un couple vient de reprendre l'enseigne. On vous propose de découvrir les nouveaux gérants et d'entendre les avis des clients. Reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Depuis 2009, la vieille grange fait partie de la vie de la commune. Une perte considérable si elle avait fermé définitivement ses portes. De nombreux clients viennent tous les jours, comme un rituel. Je suis contente que la boulangerie ait été reprise, voilà, et puis qu'on puisse continuer à venir boire notre café tous les jours. C'est important pour nous.
Les habitants ont besoin de cette proximité. C'est un petit village, il y a le lotissement et tout. Je pense que les gens ils sont contents que la boulangerie elle reste, hein. C'est important. Le pain c'est la première chose qu'on achète le matin pour le petit déjeuner, hein. Ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de vie locale, voilà, et de contact avec les gens, c'est formidable. Le matin prendre son pain frais pour prendre son petit déjeuner, c'est extraordinaire. Une reprise qui s'est faite rapidement par le bouche à oreille notamment. En fait, j'ai pas cherché un repreneur, c'est Cédric, le nouveau boulanger, qui a entendu qu'on allait fermer et il trouvait que c'était dommage de laisser une si belle boulangerie sans vie, qu'un village sans boulangerie perdait son âme. Et c'est vrai qu'en me disant ça, c'est vrai. Et donc du coup, on a préféré continuer et leur laisser la gérance. Aujourd'hui, elle a d'autres projets et laisse son entreprise entre de bonnes mains. En arrivant ce matin, j'ai vu que tout était en place, la pâtisserie, tout, je n'ai rien eu besoin de faire, tout était en place et qu'il avait même eu le temps de faire une baguette du chef, il a fait un pain avec du levain, donc il a vraiment bien travaillé. Il y avait des nouveautés, des pains aux olives, on voit qu'il est ambitieux et qu'il rajoute des choses en plus que ce que nous on faisait. Dans la nouvelle équipe, ils sont 2. Cédric est maître pâtissier, Katharina, elle, est assistante de direction de métier. La boulangerie, ça a toujours été un point fort vu que mon compagnon est maître boulanger. Donc du coup, on a toujours voulu avoir notre boîte. J'ai été formée pendant 5 jours par l'ancienne patronne. Et du coup, aujourd'hui, c'est la rentrée pour nous. Un premier jour d'ouverture qui augure un bel avenir. Cédric et Katharina viennent de Guadeloupe. Ils sont arrivés mi-avril à Rémerin avec leur famille. Puis tout s'est accéléré pour reprendre la boulangerie. Alors nous sommes maintenant en lien avec le nouveau gérant, Cédric Bambury. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous expliquiez déjà pourquoi vous avez décidé de déménager en métropole et pourquoi la Moselle-Est. Déjà, c'est vrai que on a déménagé, c'était pour des raisons personnelles, c'est par rapport à mon fils. Pour des raisons médicales, on s'est rapproché d'un kiné pédiatrique. Et du coup, on s'est dit, on s'installe ici, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le soigner en Moselle, en fait. Et professionnellement, vous, quel est votre parcours? Est-ce que vous aviez déjà eu votre propre boulangerie-pâtisserie? Non, c'était une ambition, mais c'est pas quelque chose qui était dans l'immédiat. Donc, c'était pas prévu. C'est une opportunité comme ça. C'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça, en fait. Mais c'est un métier que vous connaissez bien. Ça fait longtemps que vous travaillez dans la boulangerie-pâtisserie. Ah oui, voilà. Je suis tombé dedans depuis l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que c'est devenu une passion. En même temps que c'est mon métier, c'est une passion. J'ai toujours cherché à faire bien les choses, à me former, à toujours me former, à me mettre à jour dans le métier. Et c'est pour ça que, en ce moment, je me retrouve avec 20 ans d'expérience et aussi avec les diplômes qu'il faut. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, c'est vous le patron. Alors racontez-nous comment s'est passée cette première matinée. Déjà, c'est le stress, puisque c'est vrai que ça a été très, 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 très vite, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se préparer en amont. Et mais il a fallu improviser. C'est vrai que moi je suis assez délicat niveau boulangerie. Je suis très 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 pointilleux. Et là j'ai pas eu le temps de bien faire les choses, mais quand même j'ai réussi quand même à faire quelques pièces, quelques produits pour faire plaisir aux clients. Et puis des nouvelles spécialités. Alors l'avenir, comment ça va se passer? Est-ce que vous voulez encore vous diversifier? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues? Bien sûr. C'est vrai que dans ce métier, on n'en finit jamais d'apprendre. Donc, moi, j'aime bien tester des nouveaux produits, tester des nouvelles farines. Donc, c'est vrai qu'il y aura souvent quand même des produits nouveaux et du pain à déguster, à goûter et pouvoir accompagner les différents mets, quoi. Ok, merci beaucoup Cédric Bambury d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. C'est une nouvelle aventure aussi pour les lycéens. Les élèves de première du lycée Jean de Pange ont fait leur rentrée hier après-midi à Sarreguemines. Cette année sera particulière. Ils seront un peu les cobayes de la réforme du lycée. Une mesure inquiétante pour les nouveaux élèves de première et qui demande une organisation rigoureuse à l'établissement. Reportage de Laurie Couteau.
Ça, c'est quelque chose que je 14h, c'est l'heure de la rentrée des premières au lycée Jean de Pange. Pour cette nouvelle classe de première, l'année sera expérimentale. Près de 350 élèves répartis en 10 classes vont se frotter à la réforme du baccalauréat. Plus de filières, mais des spécialités. Pour ces élèves de première, c'est un pas vers l'inconnu. Je trouve que c'est assez étrange parce que du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et qu'il y a plusieurs classes qui sont mélangées en ancienne S ou ancienne L. Et tu vois, comme dit, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, du coup c'est un peu perturbant. D'un côté je trouve ça bien parce que certains peuvent choisir plus spécialement ce qu'ils veulent et ils peuvent enlever la filière maths, l'option maths qui avant souvent c'était compliqué pour certains élèves, louper leur bac à cause de ça. Mais d'un côté je trouve ça aussi un peu complexe parce qu'on n'a aucune information et les profs n'en ont pas vraiment non plus. Certains pensent déjà au baccalauréat et sont inquiets quant à l'obtention de leur précieux sésame vers les études supérieures. Comme on n'a quasiment aucune information et qu'on est toujours dans le flou, ça fait quand même assez peur parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on s'engage, du coup voilà. Ils ont dû choisir entre 9 spécialités proposées aux gens de Pange: mathématiques, physique, chimie, SVT, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et cultures étrangères, arts, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, numérique et sciences informatiques. La majorité des premières ont demandé une triplette maths, physique, chimie et SVT. Cependant, quelques élèves se sont penchés vers des matières plus originales. J'ai été agréablement surpris par les langues et la littérature étrangère. Là, on a 25 jeunes qui se sont inscrits en langue allemande. Une nouvelle spécialité a fait son apparition, le numérique et les sciences informatiques. Un professeur de l'établissement a été formé pour cette matière. Le numérique, donc comme c'est relativement nouveau, on a un groupe de 15-16 élèves au départ. Donc là, l'enseignant a une grosse part de responsabilité sur l'année. Parce qu'il faut les faire rentrer dans le jeu, il faut leur faire aimer ça. L'organisation des emplois du temps des élèves et des enseignants n'a pas été de tout repos pour le proviseur. Alors c'est hyper complexe, Comme ils font tous 3 enseignements de spécialité dans chaque classe, ça vous bloque 3 x 4, ça vous bloque 12 heures déjà l'emploi du temps. Donc ça, il faut faire les groupes au départ, quand on fait les classes, il faut les bloquer. Ça, il faut bloquer, et donc l'enseignement général, vous tournez autour. Donc c'est une organisation particulière. Ces élèves seront les premiers à passer leur bac avec une part de contrôle continu. Une partie de leurs épreuves se dérouleront en janvier et en avril 2020. Ce soir, tous les livres numériques, ils seront dans l'onglet ressources, médias centre. Et la rentrée des premières, cette fois à Beach, c'était ce matin. On fera le point tout à l'heure avec notre invité pour voir ce qu'il en est du côté du lycée Tessier. Il y a une rentrée dont ils se souviendront. Des élèves de 6e de Putelange-au-Lac ont vu débarquer durant leurs heures de cours des dizaines de personnalités. Elles étaient venues assister à la présentation de nouveautés numériques du collège Jean-Baptiste Eblé. Il y avait aussi plusieurs caméras, dont celle de Guillaume Dumonteil. La fusée vient de décoller. FUSÉ, c'est un acronyme qui signifie faciliter les usages e-éducatifs. Concrètement, cela veut dire que les élèves de 6e du collège Jean-Baptiste Eblé de Putelange-au-Lac et ceux de cours moyen des classes des 12 écoles primaires de rattachement bénéficient des mêmes équipements informatiques, à savoir des tableaux blancs interactifs, des tablettes numériques, un outil de visioconférence pour entrer en communication entre établissements et des logiciels pédagogiques. Nous avons pris comme site expérimental le collège de Putelange-au-Lac. Parce qu'à la fois il est un collège en REP, parce que c'est un collège qui est installé sur plusieurs intercommunalités, communes qui ont des équipements très différents d'infrastructures numériques. Et pour nous c'est indispensable de tester. L'idée ensuite, c'est que le programme FUSÉ concerne dans 2 ans l'ensemble des communes de Moselle. Il s'agit d'une initiative départementale en partenariat avec les maires et l'éducation nationale. Nous avons investi et financé totalement ce projet. Chacune des communes, chacune des écoles des communes a bénéficié des investissements du département et uniquement du département. Le collège de la même façon et aujourd'hui l'espace numérique de travail concerne, et on l'a vu ce matin, on a mis en relation une classe de 6e du collège à une classe de CE1, CE2, CM1 d'une école, d'un village de rattachement du collège de Putelange-au-Lac. Cet espace numérique comporte différents outils utilisables et consultables par les enseignants et par les parents. L'ENT sert aux élèves, mais il sert également aux parents pour pouvoir vérifier le travail des élèves, pour pouvoir vérifier les notes des élèves et puis pour même être informé des absences des élèves, voire pour communiquer avec l'établissement. Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies et le lancement de ce programme FUSÉ en est une nouvelle illustration.
Cette initiative doit faciliter l'apprentissage des enfants ainsi que la communication entre les parents d'élèves et le monde éducatif. Encore un pas de plus dans l'aventure des soins transfrontaliers. Pour une communication plus efficace entre soignants et patients, un petit lexique bilingue a été édité par l'IFSI de Sarreguemines et l'hôpital de Völklingen. Il a été présenté hier à ses premières utilisatrices. Reportage de Thomas Drouin. Parce qu'un infirmier ou médecin ne possède que très rarement un casque de traduction instantanée lorsqu'il s'occupe d'un patient, la communication peut être compliquée si chacun parle une langue différente. Et cela peut arriver fréquemment dans une région frontalière comme la nôtre. D'autant que depuis plusieurs années, l'IFSI de Sarreguemines et l'hôpital de Völklingen travaillent main dans la main pour la formation d'infirmiers. Ce sont ces deux acteurs qui ont donc ensemble rédigé et édité un lexique franco-allemand, un travail de longue haleine pour ses auteurs, Helmut Becker côté allemand et Christine Bervanger côté français. On s'est basé dans un premier temps déjà sur les besoins des étudiants qui étaient en stage, puisqu'on a construit des cours d'allemand professionnels à l'IFSI de Sarreguemines. Donc on s'est basé dans un premier temps là-dessus pour commencer ce lexique. Et ensuite on est allé recueillir un petit peu les besoins des professionnels dans les différents services pour voir quelles sont les phrases qui sont les plus utilisées auprès des patients et qui sont les plus nécessaires au quotidien. La présentation du lexique à Völklingen a aussi été l'occasion de le remettre à ses premières utilisatrices, Fabiola Ellermann et Audrey Marawi, toutes deux formées à l'IFSI de Sarreguemines et effectuant leur premier jour en tant qu'infirmière à Völklingen le jour même de la cérémonie. Disons qu'il y a beaucoup de termes techniques, enfin on parle toutes les deux allemand parce qu'on a baigné dedans depuis l'enfance, mais tout ce qui est termes techniques, on ne les connaît pas forcément. Donc oui, et surtout qu'il y a beaucoup de Abkürzungen, comme on dit, des abréviations en allemand que l'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ce genre. La création de ce lexique a été rendue possible grâce à un soutien des fonds européens Interreg et du ministère de la Santé du Land de Saar. Il sera utile aux étudiants de l'IFSI de Sarreguemines effectuant leur stage en Allemagne et plus particulièrement ici à Völklingen. Mais ces 107 pages de termes médicaux ont aussi une dimension plus large, celle d'un pas supplémentaire vers plus de possibilités de soins transfrontaliers. Dans un instant, on reparle de la rentrée, cette fois du côté des lycéens de Bitche, avec le témoignage de la proviseure du lycée Tessier. On donnera aussi la parole aux internautes, et puis on partira en balade à la découverte de châteaux. A tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au pays de Bitche, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Marie
Marie-Morgane, hier c'était la rentrée des classes, du coup on a fait des reportages dans plusieurs établissements scolaires, on les a mis en ligne sur notre page Facebook et forcément ça a plongé les internautes dans leurs souvenirs. Exactement, on s'est rendu au collège Fulrad de Sarreguemines et en découvrant les images de l'établissement, il y a plusieurs internautes qui sont retournés quelques années en arrière. Camille a écrit « C'était il y a longtemps, mais c'était de belles années et de bons souvenirs en tout cas ». Il y a eu toute une discussion entre Céline et Alex qui se remémorent plein d'anecdotes du collège qu'elles ont quitté il y a 16 ans. Alex a écrit « On a eu une enfance pleine d'amitié, que c'était bien, ça manque quand même ». Sabrina, elle, se rappelle de plusieurs professeurs qu'elle a rencontrés et qui l'ont marquée. Et Elodie a commenté « Quel bond en arrière, je me projette presque partout, y compris au CDI et sa mezzanine, les ventes de croissants à la récré, les casiers, les salles de technologie, le bon vieux temps, il n'y a pas à dire, on a eu de belles années ». Merci Marie-Morgane. On continue sur le thème de la rentrée. Alors on a vu tout à l'heure le reportage sur la rentrée des élèves de première au lycée Jean de Pange. Donc à Sarreguemines, elle a eu lieu hier après-midi. À Bitche, ce sont les secondes qui ont fait leur rentrée hier. C'était hier matin. Les premières, c'était ce matin. Alors Angela Hamann, cette rentrée sur 2 jours, ça va? Tout s'est bien passé au lycée Tessier? Oui, très bien. Je dois dire que la rentrée échelonnée permet de réaliser un accueil plus apprécié par les élèves et nous laisse le temps de transmettre toutes les informations nécessaires. Donc c'est une rentrée sereine, oui. Et pour ma part, c'est la 9e rentrée que je fais à Bitche, donc effectivement, ça se passe très bien. Tout va bien. Alors cette année, la classe vers laquelle évidemment tous les regards se tournent, c'est la classe de première, parce que avec cette réforme, ils sont les premiers élèves à faire leur rentrée et à ne plus être dans une série L, ES ou S. En plus du tronc commun, chaque élève a dû choisir donc 3 enseignements de spécialité. Est-ce que c'est plus facile de choisir 3 spécialités que de choisir une série ? Tout dépend de l'élève. Il y a des élèves pour lesquels ça a été une véritable aubaine de pouvoir choisir sa spécialité pour composer son parcours individuel de formation. Pour d'autres élèves, il y a des hésitations qui durent un petit peu plus longtemps, mais globalement, ça s'est bien passé. Ils ont été informés en temps voulu, ils ont été bien préparés et accompagnés par les professeurs principaux, ce qui a permis, je pense, à chacun des élèves de trouver sa voie. Et quelles sont les spécialités alors qui sont proposées à Bitche? Il y en a combien? Alors nous avons 7 spécialités. Dans un petit établissement comme Bitche, c'est une très bonne chose parce que ça permet de préserver une certaine richesse dans l'offre de formation. Je dois dire que les élèves se sont emparés véritablement de cette possibilité de choix. Donc les 7 spécialités que nous avons, c'est maths, physique, SVT, SES bien évidemment. Et ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est histoire, géographie, géopolitique, Sciences Po, LLCE, langue, littérature et culture étrangère. Nous avons l'option anglais, puisqu'au lycée Jean de Pange, il y a l'allemand. Et que je n'oublie pas, humanité, philosophie, littérature, ce qui a permis donc aux élèves de faire des choix un petit peu différents d'ailleurs de ce qui se faisait les années passées. Alors justement, est-ce que vous avez eu des surprises dans leur choix? Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de spécialités en sciences, parce qu'on voyait dans le reportage tout à l'heure au lycée Jean de Pange, il y en a énormément qui ont pris la triplette purement scientifique. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? C'est le cas chez nous aussi. On a précisément 49,5% de nos élèves qui ont choisi la combinaison maths, physique, SVT. Ce qui nous place un petit peu au-dessus des chiffres nationaux, parce que je crois qu'au national, on est autour de 29-30% d'élèves qui ont choisi cette triplette. Mais à côté de cela, donc, je pense que du coup, pour ces élèves-là, ce sont véritablement des élèves scientifiques qui envisagent une poursuite d'études vers des formations scientifiques. Mais la liberté a été beaucoup plus grande du côté, sur les autres combinaisons. Donc 50,5% d'élèves ont choisi d'autres combinaisons. J'en ai 19 au total de ces combinaisons. 19 combinaisons. Donc il doit y avoir des choix un peu originaux dans le... Il y a des choix très originaux puisque nous avons 10 combinaisons pour lesquelles nous n'avons qu'un seul ou 2 élèves. Donc vous imaginez la complexité aussi au niveau des emplois du temps. Mais voilà, chaque élève a pu faire un choix tout à fait libre. On n'a rien imposé, rien cadré pour leur permettre d'aller pleinement vers cette réforme qui est assez ambitieuse, c'est vrai. Elle est ambitieuse au niveau des programmes qui changent, au niveau, je dirais, même de l'architecture pédagogique. Et moi, j'irais même un petit peu plus loin. Parce que si on ajoute à cette réforme la transition numérique avec le
passage en lycée 4.0 qui est réalisé à grande échelle sur la région Grand Est, eh bien, je crois qu'il faut véritablement aller plus loin et considérer que les pratiques pédagogiques doivent également évoluer avec la réforme et la transition numérique. Alors, justement, au niveau des... vous parliez du numérique et de lycée 4.0, vous y passez complètement, il n'y aura plus du tout de manuel scolaire? Oui, chez nous, tout le monde passera donc au manuel numérique. On a pris quelques précautions pour les élèves de terminale qui, à la rentrée, ont encore leur manuel pour la période de transition, parce que les professeurs veulent se mettre au travail tout de suite avec eux, ne pas perdre de temps. Parce que mais ils auront aussi... on n'y est pas encore, en fait, ils n'ont pas encore le matériel, voilà. C'est ça? Durant l'été, nous avons mis en place toute l'infrastructure Wi-Fi pour pouvoir travailler avec les outils numériques, et la distribution des ordinateurs aux élèves, la remise, va se faire pour nous au lycée Tessier le 13 septembre. Donc il y a 2 semaines un peu de flottement durant lesquelles il fallait déjà travailler. Les élèves de terminale sont déjà au travail depuis ce matin. Alors au lycée Tessier, il n'y a pas que les filières bac général, enfin les classes de bac général, puisqu'il y a justement maintenant plus les séries. Il y a aussi des élèves qui sont en bac professionnel. Là, on conserve les séries, on passe aussi au 4.0. Est-ce que ce sont les mêmes changements ou pas? Tout le monde passe. La transition numérique, c'est pour l'ensemble du lycée. C'est vrai que nous sommes un lycée polyvalent avec des filières générales technologiques et des filières professionnelles. Il y a des évolutions majeures aussi pour ces filières professionnelles, donc des élèves qui préparent des bacs professionnels. Auparavant, le choix de spécialité se faisait dès la classe de seconde. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle des familles de métiers. Donc, nous n'avons que 2 filières, une filière production MELEX, les métiers de l'électricité et des environnements connectés, et la filière des métiers de la gestion de l'administration, de la logistique et du transport. Ce qui veut dire que les élèves sur cette filière-là vont encore pouvoir faire des choix différents à l'issue de la classe de seconde. Donc, on réalise une orientation progressive pour ces élèves. D'autres évolutions importantes aussi, comme la co-animation durant certaines séquences de cours, et le concept de chef-d'œuvre, c'est-à-dire que chaque élève de la voie professionnelle, durant son cycle d'études, va travailler sur un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, des nouveautés aussi du côté professionnel. Ceci, la vraie grande révolution, c'est avec la réforme du lycée, le fait que les premières, c'est un changement radical. Et en plus, ils commencent le bac déjà maintenant, parce qu'il y a des contrôles continus dès la première, en fait. C'est une vraie métamorphose, si je puis dire, du lycée, parce que nous devons apprendre à nos élèves à travailler au quotidien pour leur examen, c'est-à-dire tout en évitant d'ajouter trop de stress à nos élèves, parce que c'est pas facile. Les programmes ont été revus, ils sont ambitieux. Les professeurs se sont beaucoup engagés pour mettre en place cette réforme au lycée Tessier, aussi bien pour assimiler les nouveaux programmes et les préparer pour cette rentrée, que pour accompagner les élèves dans cette mutation profonde du lycée, en les rassurant. Et puis, je crois que l'essentiel, c'est de se tenir près d'eux tout au long de l'année, pour qu'il n'y ait pas de décrochage, pour qu'ils puissent préparer sereinement les différentes épreuves. D'un autre côté, je dirais que le stress, on va leur donner de nouvelles habitudes de travail. Je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, ne pas appliquer la réforme juste en se disant techniquement c'est réussi, c'est fait, c'est posé, c'est mis en œuvre, mais essayer aussi d'avancer sur les pratiques pédagogiques et d'accompagner du mieux que possible ces élèves, puisque l'accompagnement personnalisé lui-même n'est plus inscrit à l'emploi du temps des élèves. Auparavant, on avait des séquences, des heures qui étaient prises en charge par un professeur pour de l'accompagnement personnalisé, alors qu'aujourd'hui, l'accompagnement personnalisé doit être intégré au cours. Donc le professeur doit avoir à cœur de différencier sa pédagogie pour que chaque élève puisse suivre le cours et réussir son année de première. Ne pas laisser d'élèves sur le carreau. Absolument. Dernière question, comme c'est prévu au niveau national, il va y avoir aussi des petits éco-délégués chez vous dans les élèves? Oui, le lycée Tessier est un lycée qui a déjà obtenu le label
label E3D, donc éducation au développement durable. On n'a pas attendu la création des éco-délégués pour avancer dans ce domaine-là. Je crois qu'on travaille beaucoup sur la biodiversité, le climat et toutes ces thématiques propres au développement durable, de manière très pratique aussi, en travaillant également sur le tri sélectif, sur la réduction du gâchis alimentaire. Enfin, ce sont des démarches qui se sont déjà mises en place et l'éco-délégué, effectivement, va pouvoir nous aider puisqu'il fera la transition avec la classe pour opérer dans ce sens. Oui. Et donc on viendra voir ce que ça donne. Merci Absolument. beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui et puis on vous souhaite à vous aussi, comme à tous les élèves, une bonne année scolaire. Merci beaucoup. Notre magazine On Tour fait lui aussi sa rentrée cette semaine. On vous emmène en balade dans les châteaux des Vosges du Nord. 24 ruines ponctuent le paysage de cette région. 4 sont dans le pays de Bitche. Flora a rendez-vous aujourd'hui au Valdec avec un passionné de patrimoine, François Fazel. Bonne balade et bonne journée à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, c'est aussi la rentrée pour On Tour. Et aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des châteaux des Vosges du Nord. Alors aujourd'hui, on est physiquement au château de Valdec, mais vous allez voir que les Vosges du Nord comptent un petit peu plus de 20 châteaux. Allez, on vous montre quelques images. Ils font partie du paysage des Vosges du Nord et semblent se fondre dans les rochers. 24 châteaux forts coiffent les pitons rocheux escarpés de la région. Ils font partie d'un ensemble de quelques 500 châteaux répartis entre l'Alsace et le Palatinat. Construits entre le début du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, ces châteaux utilisent les pitons rocheux, si caractéristiques des Vosges du Nord. Logeant certaines pièces dans des cavités naturelles, se servant du relief pour imaginer les contours du logis, sculptant le rocher pour y établir des escaliers. Rocher et château ne semblent souvent faire qu'un. Ils sont à la fois lieux de résidence et de garnison, pensés pour être des lieux de repli et de défense. On y a fait la guerre et certains d'entre eux ont été le repère de chevaliers brigands. C'est l'évolution des armes et des techniques guerrières qui ont eu raison de ces forteresses. Ne protégeant plus efficacement ses habitants, les châteaux sont progressivement abandonnés à partir du milieu du XVe siècle. Les soldats de Louis XIV auront raison des derniers bastions encore occupés et laisseront tous ces édifices en ruine. Au fil du temps, certains châteaux ont été dépouillés de leurs pierres par les habitants alentours qui s'en sont servis pour édifier leurs maisons. Ils ont aussi donné lieu à nombre de légendes, chacun d'entre eux a la sienne. De passage par les Vosges du Nord, entendrez-vous peut-être l'histoire de la Dame Blanche du Hohenbourg, la chanson de Walter, née au Wasigenstein, ou encore celle du Puits du Diable du Fleckenstein. Et puis la nature a repris plus ou moins ses droits. Les châteaux en ruine sont le paradis d'une flore et d'une faune typiques de la région. L'érosion a fait un travail d'orfèvre sur les rochers et les sites sont devenus le rendez-vous des randonneurs passionnés de nature et de patrimoine qui ne se lassent jamais des points de vue exceptionnels qu'offrent ces forteresses en toute saison. François Fazel, vous êtes un amoureux du patrimoine du pays de Bitche, vous êtes aussi le chevalier du jour. D'abord, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il y a autant de châteaux sur le secteur ?
Pourquoi il y a autant de châteaux? C'est tout simple, nous sommes là sur une région frontalière. Oui. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, vous avez l'Allemagne et la France. Or, quand on connaît l'histoire de France, on sait très bien que l'histoire est faite de guerre. Qui dit guerre, dit défense. Ah bah oui, forcément. Donc à partir de ce moment-là, des deux côtés de la frontière, les seigneurs ont construit des châteaux. Voilà. Ce qui est logique. C'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est que d'une région à une autre, il y avait des routes commerciales, comme aujourd'hui. Et donc, il fallait aussi protéger les commerçants qui venaient de Pirmasens et qui allaient sur Strasbourg. Et c'était aussi le rôle de ces châteaux. Alors là, aujourd'hui, on est sur le site du Waldeck. On voit d'ailleurs très bien la tour derrière nous. C'est quoi l'histoire de ce château? Il appartient à qui? Bon, l'histoire des châteaux, vous voyez, les historiens, ces châteaux ont 700 ans. Donc, là aussi, les historiens, certains disent que ce château a été construit en 1278, d'autres historiens le placent plutôt en 1298. Ah, ils sont pas d'accord. Les uns disent que ce sont les seigneurs de Lichtenberg qui l'ont construit, d'autres les ducs de Lorraine. Voyez. Je pense que les historiens ont sans doute raison. Je dirais que ces châteaux et l'ensemble des châteaux ont été construits à la fin du XIIIe siècle. Et aujourd'hui, il appartient à qui ce château alors? Alors aujourd'hui, ce château appartient au domaine, à l'État. D'accord. Voilà. D'accord. Alors les différents châteaux des Vosges du Nord ont été fermés pendant à peu près 10 ans. D'abord pourquoi? Expliquez-nous. Bon, c'est vrai que les châteaux du Waldeck, Falkenstein, Ramstein et Grandamsburg, qui sont les 4 châteaux principaux du pays de Bitche, ont été fermés à partir de 1999. Il faut dire qu'il n'y avait plus aucune sécurisation. Après la tempête alors? Après la tempête, et c'était très dangereux, surtout pour des couples avec des enfants. Les chutes étaient inévitables. Donc à ce moment-là, l'ONF, l'État, a préféré les fermer. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important de préserver ce patrimoine? On voit que tout est sécurisé. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif de la réouverture de ces châteaux, c'est que nous sommes au pays de Bitche. Or, quand on parle du pays de Bitche, on nous parle de tourisme. Alors, je pense que le tourisme ne se résume pas à une citadelle et à un Simshof. Le pays de Bitche a 3000 ans d'histoire, dans le Moyen-Âge. Et si nous nous sommes battus pour la réouverture de ces châteaux, c'est pour tous ces touristes qui viennent et qui étaient à un moment donné devant des grilles. C'est frustrant. Et voilà pourquoi nous avons créé en 2001 cette association La Joubarbe et on s'est mis d'accord qu'on se battra jusqu'à la réouverture de ces châteaux qui ont été réouverts en 2012 et 2013. Oui, et ce qui est souvent le cas, c'est qu'on peut compter sur une poignée de bénévoles prêts à remonter leurs manches pour rénover les châteaux du secteur, voire même faire de nouvelles découvertes. C'est le cas au château du Schöneck. Regardez. Ils sont débroussailleurs, maçons à l'occasion, mais surtout passionnés. Voici les bâtisseurs du Schöneck. Donc je suis arrivé ici en visitant tous les châteaux des Vosges du Nord parce que étant passionné d'histoire, ça m'a plu et je suis toujours allé un petit peu plus loin. Et donc je suis un jour allé au château du Vinec en face et j'ai vu que sur la colline en face il y avait un autre château où il se passait des choses parce que manifestement il y avait beaucoup de monde. Donc avec mes amis nous sommes montés sur le château du Schöneck et quand j'ai découvert qu'il y avait une association qui reconstruisait le château, j'ai tout de suite eu envie d'y adhérer. Ça bouge encore? Franchement, on est bien là. Là, partout, on est bon. Vaisseau de pierre situé sur la commune de Dambach, le château de Schöneck a été bâti vers 1200 et restauré au XVIe et XVIIe siècle. En 2000 est née l'association Kunnulmergrün, une bande de passionnés qui sont tombés amoureux de cette forteresse avec l'ambition de mettre en valeur la ruine et de la rendre accessible. Mais en 19 ans, ils n'ont pas fait que du débroussaillage. Les jours de congé, les week-ends, les vacances, les bénévoles ne comptent pas les heures passées sur le site aux petits soins pour ces quelques pierres accrochées aux rochers qui les ont fait suer mais qui ont aussi révélé nombre de surprises.
Un logis Renaissance a été découvert, le puits d'environ 20 mètres de profondeur a été vidé, la tour semi-circulaire a été remontée, ainsi que le rempart de chaque côté. Les ouvriers bénévoles ont aussi dégagé une belle salle voûtée, remonté une avant-porte, sauvé un chaînage d'angle avant qu'il ne finisse au pied du château et découvert de nombreux objets conservés à la maison de l'archéologie de Niederbronn. Alors ça ne s'essouffle pas, non, effectivement, parce qu'il y a toujours de nouveaux chantiers en cours de route. Donc dès qu'on a terminé un chantier, en fait, on définit les urgences qu'il y a. Donc il y a des choses qu'on peut faire, comme jointer les murs. On peut toujours le faire sans autorisation ou permis, c'est assez libre. Par contre, dès qu'on a un chantier qui nécessite une fouille archéologique ou une reconstruction, donc nous devons avoir des permis de construire, nous devons avoir des permis de fouille archéologique. Les fouilles sont supervisées par un archéologue professionnel. Nous devons rendre des rapports de fouilles qui sont conséquents et dont nous devons avoir l'aval de la Direction régionale des affaires culturelles et des monuments historiques pour pouvoir faire ce genre de travaux. Le travail est dur, parfois ingrat, mais la récompense, c'est une belle et grande famille qui se retrouve autour d'un projet d'envergure qui n'aura jamais de fin. Alors c'est une aventure de pierre, mais c'est aussi une aventure humaine parce qu'avec le temps nous sommes devenus une famille. Donc je me suis intégré à cette famille. Il faut avoir le courage de monter, donc il faut laisser la voiture au parking au bas de la montagne, gravir la montagne parce que le Schöneck effectivement se mérite. Il faut monter jusqu'en haut pour pouvoir profiter des lieux et des explications de tous les bénévoles qui sont là toute l'année pour les touristes. Il faut savoir que nous on est là pour eux, c'est-à-dire que nous sécurisons aussi les lieux pour que vous puissiez vivre votre visite en toute quiétude et que cela dure sur plusieurs générations. Hop. Oh bah là, François, on a une vue imprenable sur tout le secteur en fait. Oui, si on a vu sur le pays de Bitsch, Bitsch au nord, et là, si on pouvait voir, on verrait la tour du Wintersberg, qui est le sommet le plus élevé des Vosges du Nord, 580 mètres. Ouais, c'est vrai que là, on est déjà bien haut, hein. En fait, monter ici, il faut quand même préciser que ça se mérite un peu. Toutes les montées se méritent, mais effectivement, lorsqu'on est en haut, il y a la satisfaction d'être en haut. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on va poursuivre pour aller voir la vue dans son intégralité. Voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, François, d'être face à cette vue? Je suis toujours heureux quand je monte au château de voir ces belles vues, de voir les forêts. Et je suis aussi toujours très heureux de pouvoir amener des personnes sur ce lieu privilégié où on est bien. C'est vrai, effectivement. Vous êtes bien. Tout à fait. Bien. Alors, je suis heureux. Et puis si on a pu retracer l'histoire des châteaux du secteur, c'est grâce notamment à la maison de l'archéologie de Niederbronn. On y trouve d'ailleurs quelques résultats de fouilles, regardez. La maison de l'archéologie de Niederbronn est le lieu incontournable pour en savoir plus sur l'histoire du nord de l'Alsace. Si sa vocation première et sa notoriété a été faite sur les résultats de fouilles de sites gallo-romains et préhistoriques, il est aussi le meilleur endroit pour découvrir les châteaux des Vosges du Nord. Ici, on vous explique la vie des habitants de ces châteaux forts bien singuliers. Comment étaient-ils alimentés en eau? Comment étaient-ils chauffés? Comment étaient-ils défendus? Des fouilles anciennes réalisées dans les châteaux alentours et en particulier au Hohenfels permettent d'appréhender le quotidien des gens du Moyen-Âge. Mais le livre reste ouvert. Ces vaisseaux de pierre voguant au-dessus de nos forêts n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Aujourd'hui, le musée accueille chaque nouvelle découverte faite au château du Schöneck. Il est aussi le conservateur d'éléments architecturaux précieux que l'on a choisi de démonter pour les préserver de l'érosion. Il conserve aussi tous les résultats de toutes les fouilles et découvertes archéologiques, quelle que soit la période, effectuées dans les Vosges du Nord, ce qui en fait une mine d'informations incontournable pour tous les scientifiques, chercheurs ou simples passionnés de patrimoine local.
Alors là, François, on termine notre visite. Là, c'est plus facile en descendant. Hein. On va où maintenant? Je vais te ramener à l'autre bout du château où tu verras une très belle falaise et il y aura une autre surprise qui va t'attendre là-bas. Voilà. C'est parti. Alors allons-y. Alors voilà la surprise, c'est ça François? En fait ici c'est aussi un spot d'escalade. Effectivement, tu vois, les gens devant nous sont en train d'escalader ce site qui est autorisé. Et alors il faut préciser aussi qu'ici tous les sentiers aux alentours des châteaux sont balisés par le club vosgien, ce qui est très pratique. Oui, c'est le club vosgien du Beach ou de Lemberg ou de Bérenthal. Il y a une multitude de clubs vosgiens ou même de Nidabron. C'est vrai qu'ils font un travail remarquable. Ah oui, complètement. Et puis on précise aussi que toutes les informations pour venir visiter les châteaux sont disponibles sur www.châteaufortalsace.com. Bon, le prochain château, il est à combien de kilomètres à peu près? Environ 5-6 km, c'est le Feigenstein. On y va? C'est parti? On y va? Allez, parti. on y va. Allez, on y va.